L'histoire de cet homme commence en Espagne, 5 ans plus tôt. Nous sommes à Madrid en 1939. Une guerre civile a ravagé le pays pendant près de 3 ans. Des combats fratricides ont fait plus de 150 000 morts. Désormais, le pays est dirigé par un dictateur, le général Franco. Et il y a un homme qui a été particulièrement horrifié par les atrocités de la guerre. Il s'appelle Juan Pujol, il a 24 ans. Et il a décidé de consacrer sa vie à combattre toute forme de dictature. C'est ce qu'affirme celui qui le connaît le mieux, son fils aîné. C'était une question d'idéalisme. Pour lui, rien ne justifie que des gens meurent à cause de la guerre. Il voulait mettre fin au conflit. Son expérience de la guerre civile espagnole lui a appris que les nazis vont détruire la civilisation en Europe. Et il est déterminé à faire en sorte que l'Europe ne connaisse pas ce qu'a subi l'Espagne. Et pour combattre les nazis, le jeune homme va élaborer un projet un peu fou. Un matin de janvier 1941, Juan Pujol se dirige d'un pas décidé vers l'ambassade de Grande-Bretagne. Il a dit « Je veux vous aider ». Qu'est-ce que je peux faire pour aider l'armée américaine et l'armée anglaise? Je pourrais être espion. Un total inconnu qui propose ses services en tant qu'espion alors qu'il n'a aucune expérience en la matière. Pour les Anglais, il s'agit d'un farfelu, ils vont lui répondre sans ménagement. Mais qui est ce type ? Le diplomate anglais qui l'a interrogé lui a dit « Occupez-vous de vos affaires. L'Espagne est neutre, vous n'êtes pas compétent, restez en dehors de tout ça. » Pujol est très déçu. Il ne pensait pas être congédié aussi brutalement. Il comprend que pour gagner la confiance des Anglais, il va devoir faire ses preuves. Alors il va se lancer dans une aventure très risquée. Quelques jours plus tard, à Madrid, le jeune Espagnol se rend aux 2 promenades de la Castillana. C'est l'adresse d'une autre ambassade, l'ambassade du pays qu'il déteste le plus, l'Allemagne. Car il a en tête un drôle de stratagème. La seule façon d'intéresser les Anglais, c'est d'offrir ses services d'espion aux Allemands d'abord et d'obtenir suffisamment d'informations de leur part. Ensuite, il retournera voir les Anglais et il leur dira « Regardez les informations que j'ai obtenues. Vous avez besoin de ces renseignements? Vous avez besoin de moi. » Juan Pujol propose donc ses services d'espion aux nazis avec la ferme intention de les trahir ensuite au profit des Alliés. Pour être pris au sérieux, il n'hésite pas à mentir. Il prétend qu'il est fonctionnaire au ministère espagnol des Affaires étrangères et qu'il possède même un passeport diplomatique qui lui permet de se rendre facilement en Angleterre. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, les Allemands vont tomber dans le panneau. Trouver quelqu'un qui souhaite aider les Allemands en proposant d'espionner les Anglais, un volontaire, c'est un cadeau du ciel. En particulier, quand on sait que les Allemands manquaient cruellement d'espions sur le terrain, en Grande-Bretagne. Car en effet, à l'époque, les espions du Reich sur le sol anglais ont quasiment tous été démasqués et arrêtés. Alors à l'ambassade allemande, le responsable des services secrets, un certain Karl Erich Kulenthal, décide de tester Juan Pujol. Voici la feuille de route qu'il lui confie avec des questions extrêmement précises. Quel modèle d'avion équipe les escadrilles de la Royal Air Force? Ou encore, comment est composé le commandement central des bombardiers? Pour répondre à ces questions, Pujol doit se rendre en Grande-Bretagne. Une aventure incroyable est sur le point de commencer. Pour rejoindre l'Angleterre depuis l'Espagne en cette période de conflit,
il faut en principe passer par le port de Lisbonne au Portugal. C'est donc dans la capitale portugaise que Pujol se rend en juillet 1941. Mais en fait, il n'a aucune intention d'aller plus loin. Une fois sur place, il s'installe à la bibliothèque municipale. Et pendant plusieurs mois, il pioche dans des guides de voyage, dans des encyclopédies. Il fait appel à son imagination et enjolive les détails. Et il fait parvenir au service secret allemand de pseudo-renseignements qui semblent crédibles, mais qui sont totalement fictifs. Il avait une imagination débordante. Il a inventé des tas d'histoires. Par exemple, à propos d'un énorme bateau de débarquement qui sera testé sur le lac Windermere, au nord du Royaume-Uni. Il a tout inventé. Car si le lac Windermere existe vraiment près de l'Écosse, le bateau géant décrit par Pujol n'a, lui, jamais existé. Et le plus incroyable, c'est que le responsable des services secrets allemands, Karl Erich Kulenthal, n'y voit que du feu. C'est un miracle que les Allemands n'aient pas lu ces messages et pensé « ça n'a aucun sens ». Ainsi, le jeune Espagnol va faire parvenir aux Allemands des dizaines d'informations bidons et gagner leur confiance. Et alors que quelques mois plus tôt, les Anglais n'avaient pas voulu de Pujol comme espion, ce sont eux maintenant qui vont sérieusement s'intéresser à lui. Son destin va se jouer dans la campagne anglaise, au nord de Londres, sur le domaine de Bletchley Park. Derrière ce paysage bucolique et cet imposant manoir, se cache en réalité l'un des lieux les plus secrets du dispositif allié, car c'est ici que les Anglais ont concentré leurs services de contre-espionnage. Churchill y a réuni en particulier les meilleurs cerveaux britanniques pour une mission de la plus haute importance: intercepter et surtout décrypter tous les messages radio de l'armée allemande. Les Anglais, à Bletchley Park, ont pris les plus grands cerveaux britanniques. C'est tous des gens qui sortent des plus hautes universités britanniques. C'est la bande d'Oxford et la bande de Cambridge. Tout ce que l'Angleterre compte de mathématiciens brillants, d'ingénieurs, de linguistes et d'experts militaires est rassemblé ici. Dans le plus grand secret, ils ont mis au point une machine incroyable, l'ancêtre des tout premiers ordinateurs. C'est la machine Ultra, un énorme calculateur, le plus puissant de l'époque. Grâce à lui, depuis 1941, les Alliés ont réussi à casser les codes utilisés par l'ennemi pour crypter ces messages radio. Les Allemands l'ignorent, mais une grande partie de leurs échanges top secrets sont donc interceptés et décodés par les Anglais. Et en avril 1942, c'est un message très particulier que Bletchley Park va intercepter, un message qui va intriguer les services au plus haut point. Ce message, le voici. À la date du 2 avril 1942, un espion allemand utilisant le nom de code Alary et basé à Madrid informe les services secrets allemands que 15 navires britanniques vont quitter en convoi le port de Liverpool. Traverser l'Atlantique, passer le détroit de Gibraltar et ravitailler les troupes alliées en Méditerranée sur l'île de Malte. Lorsqu'ils décodent ce message, les Anglais sont très surpris, car en réalité, aucun convoi de ce type n'est prévu. Ils se sont dit, mais c'est faux. Ces messages disent n'importe quoi. Les Alliés savaient très bien que ce convoi n'existait pas. Mais les Allemands, eux, croient dur comme fer à ce qu'affirme cet espion. Quelques jours plus tard, des navires allemands se lancent à la poursuite du convoi imaginaire et passent des jours entiers à quadriller la Méditerranée à sa recherche. Les Anglais n'en reviennent pas. Les Alliés ont été bluffés par l'énorme effort de l'ennemi en Méditerranée pour trouver et détruire ce convoi qui n'existait pas.
C'est le message d'un seul homme qui a mis en mouvement toute une troupe. Alors les Britanniques décident d'en savoir plus sur ce drôle d'espion capable de faire gober n'importe quoi aux Allemands. Il est clair que, quelle que soit l'identité de cet étrange espion, il a la confiance des Allemands. Et il faut qu'il travaille pour les Anglais. Juan Pujol est l'agent parfait pour intoxiquer l'adversaire. Vous fournissez à votre ennemi des petites pièces du puzzle. Toutes ces petites choses, prises indépendamment, ne signifient rien, mais mises bout à bout, elles racontaient une histoire aux Allemands. C'est le plus formidable coup de bluff de la réussite alliée en 1944. This is D-Day. Alors les Britanniques décident d'en savoir plus sur ce drôle d'espion capable de faire gober n'importe quoi aux Allemands. Il est clair que, quelle que soit l'identité de cet étrange espion, il a la confiance des Allemands. Et il faut qu'il travaille pour les Anglais. Les services de Bletchley Park se lancent sur la trace du mystérieux espion et ils découvrent rapidement qu'Alaric n'est autre que Juan Pujol, le jeune Espagnol qui s'était porté volontaire pour rejoindre l'espionnage anglais. Aussitôt, l'homme est recruté, le faux espion allemand devient un vrai agent double au service des Alliés. Il adopte un nom de code, ce sera Garbo, en hommage à l'actrice américaine. La meilleure façon de manipuler l'ennemi, c'est d'utiliser un agent double. Et ils vont se dire, Juan Pujol est l'agent parfait pour intoxiquer l'adversaire. Et ce manipulateur surdoué, les Anglais vont l'affecter à leur opération secrète la plus importante, Fortitude. Juan Pujol, alias Garbo, s'installe dans une rue du centre-ville de Londres, près de Jermyn Street. Pour que les Allemands n'aient plus aucun doute sur l'existence de Fusag, une armée d'1 million d'hommes stationnés dans le Kent face à Calais, il faut que plusieurs témoignages différents confirment l'information aux Allemands. Alors Garbo a une idée géniale. Il explique à ses interlocuteurs allemands qu'il a réussi à recruter de nouveaux espions dans toute l'Angleterre. 27 agents en tout qui travailleraient pour lui. Son imagination est débordante. Il y avait un étudiant vénézuélien installé à Glasgow, un Indien nationaliste à Douvres, et même un serveur dans une cantine du sud de l'Angleterre. Et tous ces personnages n'existaient que dans sa tête. Et pendant 6 mois, tous les jours, depuis son petit bureau londonien, Garbo va rédiger les centaines de faux messages que sont censés lui faire remonter ses espions imaginaires. Garbo travaillait jusqu'à 3 heures par nuit sur la radio pour transmettre ses rapports à ses responsables allemands. Je me souviens que maman était préoccupée parce que papa devait sortir toutes les nuits. Et il passait de longues heures à travailler pour écrire les messages et les envoyer. Pris séparément, les messages de Garbo ne donnent que des informations très succinctes. L'un affirme qu'il y a des barges de débarquement à Shoreham. Un autre que des hydravions américains ont été aperçus sur la côte. Un autre parle encore de 3 divisions positionnées entre Douvres et Canterbury. Mais mis bout à bout, ces centaines de petits messages vont habilement conduire les Allemands à se convaincre que l'armée de Patton va attaquer le Pas-de-Calais. Toutes ces petites choses, prises indépendamment, ne signifient rien, mais mises bout à bout, elles racontaient une histoire aux Allemands. Vous fournissez à votre ennemi des petites pièces du puzzle.
Les Allemands reçoivent ces pièces de Pulse et se disent « Ah ah, Fusag !» Il y a donc bien une armée qui se met sur pied dans le sud-est de l'Angleterre et nous pouvons le déduire de tous les petits messages que Garbeau nous envoie. Les Allemands mordent à l'hameçon. À Berlin, l'état-major d'Adolf Hitler est maintenant convaincu que les Alliés se préparent à débarquer dans le Nord. D'ailleurs, des avions allemands n'ont-ils pas ramené ces photos aériennes qui montrent de nombreuses barges de transport de troupes dans le port de Douvres, face à Calais? Les Allemands sont loin de se douter que cette armée impressionnante est constituée de leurres en caoutchouc. Ils ne peuvent pas imaginer que ces bateaux sont des jouets gonflables. D'ailleurs, sur cette carte d'état-major allemande, on peut voir où les espions du Reich estiment que les forces anglo-américaines sont positionnées. Au sud-est, dans le Kent, ces petits drapeaux représentent des centaines de milliers d'hommes et des blindés. En réalité, dans cette région, il n'y a que des chars factices. Cette carte est datée du 15 mai 1944, à moins d'un mois du jour J. Pensant faire barrage au débarquement, l'armée allemande va maintenir une grande partie de ses troupes dans le nord, des dizaines de milliers d'hommes, et en particulier la redoutable 15e armée. C'est exactement ce que voulait Garbeau. C'est exactement ce dont avaient besoin les Alliés pour réussir leur opération en Normandie.